Le 11 septembre 2001 au matin, 19 hommes embarquent à bord de 4 vols domestiques à Boston, Washington et Newark. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines avec 92 personnes à bord dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center, ouvrant une gigantesque brèche dans les étages supérieurs. À 9h03, un deuxième Boeing 767 de United Airlines avec 65 personnes à bord, dont 5 kamikazes, s'encastre dans la seconde tour jumelle du World Trade Center, événement suivi en direct par les télévisions du monde entier. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines avec 64 personnes à bord, dont 5 terroristes, s'écrase à Washington sur le Pentagone. À une vitesse de 850 km/h, il ouvre un trou béant dans la façade ouest du ministère de la Défense. À 10h06, un quatrième appareil, un Boeing 757 de United Airlines avec 44 personnes à bord, dont 4 membres d'un commando, s'écrase dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie. L'objectif précis des pirates de ce vol reste à ce jour inconnu, mais à environ 20 minutes de vol de Washington, l'avion aurait pu frapper le Capitole ou la Maison-Blanche. On sait toutefois que certains passagers informés par téléphone portable du drame de New York se sont battus avec les terroristes. Les 2 tours du World Trade Center se sont effondrées dans un déluge de gravats et de poussière. La tour sud à 9h59, la tour nord à 10h28. Des centaines de personnes qui n'ont pu être évacuées et de sauveteurs qui tentent l'impossible sont alors ensevelis. Manhattan est recouvert par un immense nuage de fumée noire et de poussière. Ces attentats, revendiqués par Al-Qaïda, un groupe jusqu'alors peu connu, ont fait au total 2979 morts, dont 2750 à New York. Calomnie, mensonges envahissent la toile. Ils vont immédiatement pourrir l'histoire du 11 septembre.
Aujourd'hui, les plus radicaux pensent que le gouvernement américain est impliqué dans la destruction du World Trade Center. Une implication qui aurait permis de justifier l'intervention militaire en Irak. Tous les week-ends, Mani milite avec les théoriciens du complot. Entre eux, ils se surnomment les chercheurs de vérité. And then, of course, when the first of the towers actually started falling down, I just said, this can't happen. And I said, this violates the laws of physics. It can't happen. Those aircraft and those fires could not cause those buildings to come down in that way. Louis Caccioli a déclaré à People Weekly « On pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment ». En 2002, Thierry Messant écrit un ouvrage sur le 11 septembre, au titre éloquent, « L'effroyable imposture ». Un livre dans lequel, sous couvert de questions innocentes, il recycle les pires rumeurs, laissant penser au final qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. On pourrait le croire, mais j'ai examiné les lieux de près et il n'y a rien qui indique qu'un avion se soit écrasé près du Pentagone. Tout ce qu'il y a, c'est le bâtiment lui-même. Et comme je l'ai dit, les seuls débris visibles sont assez petits pour tenir dans la main. Il n'y a aucun gros débris de la queue de l'appareil, des ailes, du fuselage. Rien qui puisse signaler qu'un avion entier s'est encastré dans le Pentagone. Les théoriciens du complot doutent systématiquement de la version officielle et notamment des explications qu'on leur donne sur l'effondrement de la 3e tour. C'est la première fois qu'un gratte-ciel s'effondre sans raison apparente. New York City, 2001. No tall building had ever collapsed primarily due to fire. But that's exactly what investigators believe happened to the 47-story World Trade Center Building 7 on September 11th. According to a 3-year comprehensive building and fire safety investigation just completed by the National Institute of Standards and Technology, or NIST. World Trade Center 7 collapsed because of fires. There are indications we may not have been told the truth about what happened on September 11, 2001. The Washington Post claims reports that U.S. air defenses scrambled jets that day and were ready to shoot down United Flight 93 are false. Le vol 93 a-t-il été écrasé en plein champ par des pirates de l'air à Shanksville, en Pennsylvanie? Ou la vérité est-elle dissimulée au public? Dans le sud de l'Australie, la société de protection de l'environnement marin, Sea Shepherd, a préparé et lancé sa nouvelle campagne de défense des baleines dans l'océan Antarctique. Le fondateur du Sea Shepherd est sous le coup de plusieurs avertissements judiciaires, mais d'autres personnalités sont venues pour soutenir la mission. Ce mardi, la Société de préservation de l'environnement marin, Sea Shepherd, a lancé sa 9e campagne de défense de baleines intitulée Opération Tolérance Zéro à Hobart, en Australie. Ian Campbell, politicien australien et membre de Sea Shepherd, a averti les baleiniers japonais lors d'une conférence de presse dans le port de Hobart. Je dis aux Japonais, nous ne nous approcherons pas de vous si vous ne vous approchez pas des baleines, c'est le défi. Vous restez loin des baleines, nous restons loin de vous. Si vous vous rapprochez trop, la partie est engagée. Ces dernières années, les baleiniers japonais et les navires de Sea Shepherd ont connu de violentes confrontations dans les eaux de l'Antarctique. En décembre 2012, une cour d'appel américaine a émis un avertissement à l'encontre de Paul Watson, le président fondateur de Sea Shepherd.
Un bateau de Sea Shepherd a été percuté délibérément par un baleinier japonais, c'est ce qu'affirme l'organisation écologiste qui a tourné cette vidéo dans l'océan Austral. Sea Shepherd a mobilisé cette année 3 navires pour sa campagne contre les baleiniers japonais dans l'Antarctique. Le Bob Barker, qui a été visiblement endommagé par l'incident, le Stevie Irwin et le Sam Simon. Peu après minuit, ce dimanche matin, 3 navires harponneurs de la flotte japonaise de baleiniers ont commencé à encercler le Bob Barker et le Steve Irwin, a raconté cette membre de l'équipe de Sea Shepherd. Il s'approchait à quelques mètres de la proue. L'agence japonaise des pêches a démenti que les navires nippons avaient mené une attaque coordonnée contre le Bob Barker. L'objectif de la flotte nippone est de capturer cette année jusqu'à 935 baleines de mink de l'Antarctique et jusqu'à 50 rorquals communs d'ici au mois de mars. Officiellement, ces activités sont destinées à la recherche scientifique, une pratique tolérée par la Commission baleinière internationale qui interdit la chasse commerciale aux cétacés depuis 1986. Mais pour les défenseurs des baleines, il s'agit d'une pêche commerciale déguisée. Des heurts violents se sont déjà produits entre baleiniers japonais et des navires de Sea Shepherd. Avec la naissance du mouvement des Gilets jaunes, pas un week-end ne passe sans son lot de manifestations. Mais de manière quasi systématique, ce tableau fluo est complété par ce genre d'images. Des images très impressionnantes qui choquent de très nombreuses personnes, mais que tout le monde ne voit pas de la même manière. Il peut y avoir des blessés, mais attention à l'amalgame, ce ne sont pas des violences policières. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Je trouve assez insupportable qu'on entend répression policière, alors que le seul blessé grave qu'on a eu aujourd'hui dans cette manifestation, c'est un policier. C'est un policier qui a pris un pavé en pleine figure. Alors oui, au cours de ces manifestations, les forces de l'ordre font régulièrement face à des situations complexes et des individus violents. Nous avons d'ailleurs largement documenté et relayé ce sujet et nous y avons été confrontés sur le terrain. Mais peut-on vraiment dire que les forces de l'ordre sont irréprochables ? À peine l'identification du corps de Steve Maia Caniço révélée, le gouvernement réagit. Il rend public les conclusions du rapport de l'IGPN sur l'intervention de la police ce soir de fête de la musique à Nantes. Celui-ci indique qu'à la lumière des faits connus à la date de sa rédaction, je cite, « Il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maia Caniço. » Hier, le Premier ministre a demandé la mise en place d'une deuxième enquête, car l'émotion est vive dans la population, notamment à Nantes, où cette fontaine du centre-ville semblait cracher du sang hier. Une initiative d'un collectif qui souhaite entretenir la mémoire du jeune Steve, mort noyé dans la Loire. Pour pas que ça tombe dans l'oubli et qu'on classe ça sans suite comme plein d'autres affaires en fait. Donc ouais, il faut continuer. C'est pas fini. Même si on l'a retrouvé, c'est pas terminé. La mort du jeune éducateur nantais s'ajoute à une longue liste de violences en marge d'intervention policière. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on dénombre près de 2500 blessés, dont plusieurs éborgnés ou personnes ayant perdu une main. Une octogénaire est même morte après avoir reçu une grenade lacrymogène alors qu'elle était à sa fenêtre. Plus récemment, c'est un groupe d'écologistes qui a été gazé en plein visage à Paris. À ce jour, aucun policier n'a été suspendu par l'IGPN. Certains membres des forces de l'ordre soupçonnés de violence ont même été décorés par le ministre de l'Intérieur. Incompréhensible pour cet avocat spécialisé dans les violences policières. Il y a un système de violences policières organisé par le gouvernement ou autorisé par le gouvernement. Et il y a même maintenant une prime à la violence policière. Alors pourquoi cette escalade de violence ? La police française est-elle mal dirigée ou hors de contrôle ? Est-ce la violence accrue des manifestants ou un sentiment d'impunité des policiers qui explique ces nombreux débordements ? Pour nous faire une idée, nous avons voulu confronter le travail des forces de l'ordre aux lois qu'elles doivent respecter. Alors nous avons contacté Aline Dayer. Elle est juriste et elle a longuement enquêté sur le travail des forces de l'ordre. Elle a rédigé L'Ordre et la Force, un rapport publié en 2016 par l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture. Nous lui avons montré des images tournées ces 6 derniers mois pour qu'elle nous explique ce que la loi en dit. Mais avant même de parler de violence policière, il y a déjà des comportements qui posent question. Par exemple, concernant le droit à l'image et l'identification des policiers et des gendarmes. Je suis juste en train de prouver que vous m'empêchez de faire mon travail. Mais c'est pas grave.
Je voudrais bloquer un peu plus. Et monsieur, vous ne prenez pas en photo. Je ne vous donne pas l'autorisation. Mais on ne demande pas l'autorisation. Et la captation aussi, c'est interdit. Oh non. Tu effaces ça tout de suite. Attendez. Tu effaces ça devant moi. Je suis journaliste. Non, il est où? La liberté d'informer prime sur le droit à l'image des agents. Ça a été rappelé aux forces de l'ordre par une instruction du ministère de l'Intérieur de 2008 qui précise qu'il n'est pas nécessaire d'être journaliste et d'avoir une carte de presse pour filmer des membres des forces de l'ordre. Qu'en tout état de cause, il est interdit de supprimer des images, de réquisitionner un appareil de vidéo ou de photo et encore moins autorisé d'interpeller une personne pour ce fait. Le matricule apparent, c'est obligatoire par contre. Oui, monsieur, si un ordre de ma hiérarchie, on les enlève. Ah ouais. T'inquiète pas, c'est filmé, c'est entendu. Il est où votre brassard? Donnez-moi votre numéro RIO, monsieur, s'il vous plaît. Et toi, donne-moi ton nom. Donnez-moi votre numéro RIO, vous êtes obligé d'en porter un et de me le donner, monsieur. Le RIO dont il est question dans ces vidéos, c'est le référentiel des identités et de l'organisation. C'est en fait ce qu'on appelle dans le langage courant le matricule des forces de l'ordre. Matricule qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2014. Donc chaque gendarme et chaque policier en exercice doit porter un numéro de matricule, qui est un numéro à 7 chiffres, sachant que ce matricule est obligatoire que ce soit pour des agents en uniforme ou des agents en civil qui sont tenus de porter un brassard sur lequel le numéro est indiqué, ce qui aurait dû être le cas dans cette dernière vidéo. Très souvent, et notamment en cas de maintien de l'ordre, dans lequel les agents peuvent être soit partiellement cagoulés, soit en tout cas ils sont très nombreux et très difficile de les identifier. Le numéro de matricule est très souvent dans ces situations le seul élément qui permette de les identifier en cas de poursuite ou d'enquête éventuelle. Ces derniers mois ont montré que bien souvent, les forces de l'ordre s'opposent à la prise d'images ou dissimulent leur matricule. C'est d'autant plus préoccupant que ce sont bien souvent des images amateurs qui font émerger des cas de violence policière et sans RIO, les enquêtes ont bien du mal à aboutir. Quand on parle de violence policière, on fait souvent référence à un usage de la force que l'on juge démesuré ou injustifié. Mais justement, la loi suspend le recours à la force à un jugement, à l'analyse d'un contexte, une interprétation. Et c'est bien souvent là-dessus que le gouvernement s'appuie pour rejeter les accusations. La violence ne serait pas une science exacte, mais plutôt une question de point de vue. Il n'y a pas de répression du mouvement. Il y a une réponse des policiers qui est toujours proportionnée à des attaques et des agressions. Sauf qu'on va le voir, non seulement on peut parfois interroger cette proportionnalité, mais en plus ce n'est pas la seule condition qui encadre le recours à la force. Ce qu'il faut peut-être commencer par rappeler, c'est que la violence est par principe interdite. C'est par exception que les forces de l'ordre, en tant que dépositaires de l'autorité publique, ont le droit d'y recourir dans le cadre de leur mission. Dans la mesure où c'est une exception, ce recours à la force là est vraiment très strictement encadré par un corpus de normes internationales et nationales. L'ensemble de ces règles-là rappellent 3 principes fondamentaux. Ce sont les principes de légitimité, de nécessité et de proportionnalité. Le principe de légitimité implique que tout usage de la force ne peut être utilisé que dans le but de remplir un objectif légitime. C'est-à-dire, par exemple, interpeller une personne qui vient de commettre une infraction, ou dans le cadre de manifestations, disperser des attroupements violents, etc. Le second principe, celui de la nécessité, implique que cette force doit être absolument nécessaire pour remplir l'objectif légitime. Donc ça signifie que on utilise la force seulement en dernier recours, et qu'une fois que l'objectif est atteint, la force doit cesser, bien évidemment. Le troisième et dernier principe, c'est celui de la proportionnalité. L'usage de la force ne doit pas entraîner de dommages excessifs par rapport aux bénéfices qu'on espère en retirer. Selon ce principe, même dans l'hypothèse où on aurait un objectif légitime, où la force serait nécessaire, si dans ce cas, le seul moyen de force dont dispose un agent risque d'entraîner des dommages excessifs, l'agent doit renoncer dans ce cas de toute façon à utiliser la force. Bon alors, regardez. Par ailleurs, non, tout n'est pas qu'une question d'analyse du contexte. Il existe également des règles et des recommandations très précises sur la manière d'utiliser des armes. Alors on a énormément entendu parler du lanceur de balles de défense qui a fait couler beaucoup d'encre, mais cette fois, attardons-nous sur d'autres armes dites non létales, en commençant par l'une d'entre elles qui peut sembler assez banale, l'aérosol lacrymogène. Les aérosols lacrymogènes sont donc strictement encadrés. C'est une arme qui n'est absolument pas anodine en réalité. C'est d'ailleurs rappelé par la note du ministère de l'Intérieur qui encadre l'usage de cette arme. Note qui a été adressée au service de police en 2004
Aucune de ces images ne respecte les recommandations prescrites par cette note, même si ce ne sont que des précautions d'emploi et des indications, notamment dans la séquence où l'on voit des personnes qui sont à genoux, mains sur la tête, qui a priori ne semblent pas, d'après ces images, représenter un danger. La note du ministre de l'Intérieur rappelle à cet égard que l'usage des aérosols lacrymogènes est utilisé en priorité pour parer à une menace. Cette note précise par ailleurs que les aérosols lacrymogènes devraient théoriquement être utilisés par jet bref, d'environ 1 seconde, précise la note. Ça ne doit pas être des jets répétés et qu'il doit, dans la mesure du possible, être évité de l'utiliser à moins d'1 mètre de la personne. J'ajouterais même que la note précise que les forces de l'ordre sont tenues d'apporter les soins nécessaires à la personne après usage, notamment, et c'est précisé dans la note, rincer les yeux. Dans des situations particulièrement tendues, quand l'aérosol lacrymogène ne suffit plus, les forces de l'ordre peuvent aussi se servir d'une arme très dissuasive, la grenade de désencerclement. L'usage des grenades à main de désencerclement est encadré par une instruction commune à la police et à la gendarmerie, instruction de 2014, qui rappelle d'abord la dangerosité de ce type d'arme. Les grenades à main de désencerclement doivent servir aux policiers, aux gendarmes, à s'extraire de situations dans lesquelles ils seraient encerclés ou pris à partie. C'est une grenade qui, en explosant, disperse dans toutes les directions 18 petits pavés en caoutchouc et qui provoque une détonation sonore très forte. Ces grenades-là doivent être lancées au sol, au ras du sol même, précise la note, et qu'elles doivent être lancées à la main. Pourtant, ces règles ne sont pas toujours respectées. Dans cette séquence, par exemple, on peut voir une explosion à peine 1 mètre au-dessus d'un groupe d'individus. Là. Alors si on regarde à nouveau la scène et qu'on la ralentit, on se rend compte qu'il s'agit d'une grenade à main de désencerclement qui suit une trajectoire en cloche. Dans cette autre séquence, on voit directement un policier lancer une grenade de désencerclement vers le haut. Dans des situations moins tendues qui ne justifient pas l'usage de grenades de désencerclement, on a plutôt l'habitude de voir les forces de l'ordre se servir de ça, le tonfa. On voit sur ces séquences des membres des forces de l'ordre frapper, a priori des manifestants avec un tonfa. Ce sont des armes, même si elles sont moins impressionnantes que celles dont on parle beaucoup ces derniers mois, des LBD, des grenades, etc. Elles n'en restent pas moins des armes qui peuvent blesser, y compris gravement. D'ailleurs, la Commission nationale de déontologie de la sécurité rappelait en 2009 les règles d'usage du tonfa, fixées par une note de service en 2002. Les bâtons sont des armes de défense et de dissuasion. Leur utilisation comme matraque est donc interdite. Autrement dit, le tonfa doit avant tout servir à parer des coups pour se protéger ou à immobiliser des individus, mais pas à les frapper. Bref, ce que toutes ces séquences tournées au cours des 6 derniers mois montrent, c'est qu'il ne s'agit pas de cas isolés. Peut-être alors faudrait-il s'interroger sur la stratégie française du maintien de l'ordre. Vous êtes 400, ça sert à rien.